Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo concernant Carmila. Carmila, c'est la foncière de Carrefour. On va en parler sur cette vidéo en question. C'est être un décryptage notamment du S1, plus après quelques petites généralités. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, bon nombre d'entités dans la partie alimentaire ont des foncières comme Carmila et Carrefour. On a par exemple Auchan avec Citrus, qui n'est pas coté, qui s'appelle Nood. On a également la partie casino, avec Mercialis par la suite. Mais aujourd'hui, on est parti sur Carmila. On a une croissance accélérée, mais sous surveillance. Alors, on va commencer par une petite synthèse. Concernant les points forts du S1 2025, on n'oublie pas qu'à la fin, je ferai également une petite étude graphique. On a des performances financières qui sont robustes, on a de la croissance concernant les loyers, concernant l'EBITDA, ce sont quand même de bons points. On a également une partie dynamique opérationnelle qui est importante, 467 baux signés avec une réversion positive de 3,3%. Bon, c'est pas énorme, hein. Après, on est en France, c'est aussi normal. On a un taux d'occupation qui est élevé avec 96%, hein. On se rappelle encore une fois, Carmila, on est sur des centres commerciaux. J'allais dire plutôt de petite taille, si on le compare face à d'autres mastodontes comme par exemple Unibail, mais on est quand même bien positionné, on est également partout en Europe. Une des nouveautés, c'est l'intégration de, Galimmo, qui est réussite, génération de 5 000 000 de synergie avec un TRI supérieur à 40, ce qui est quand même non négligeable. Nous avons un résultat net récurrent par action attendu à 1,79, donc tout est en augmentation, ce qui est quand même un très bon point. Même la valeur du patrimoine, le S3 par rapport au S1 2024, ainsi que croissance organique. On n'oublie pas la partie donc acquisition, c'est bien donc la croissance, dont 12 de la croissance provient de l'acquisition en question, mais on a quand même 3,6 de croissance organique. Concernant les performances financières globales, voilà, donc dans l'ensemble, ça repart bien, hein. On a quand même des loyers, qui sont tirés vers le haut, notamment grâce aux indexations ou aux révisions, sur les baux en question. l'EBITDA et les résultats récurrents, ça suit tout simplement. On a très peu de vacances locatives, donc si on a les loyers, qui augmentent, et le reste va suivre. Donc loyer, on est bon. Résultat net récurrent par exemple, ça c'est un point qui est très important sur les foncières françaises ou même européennes, surtout françaises, donc les SIC, Sociétés d'investissement immobilier cotées. Il faut surtout regarder ce paramètre-là en question, hein. Moi, c'est vraiment quelque chose que je regarde. Il faut que ce soit croissant au cours du temps. La partie valeur du patrimoine, bon, c'est bien, c'est un petit peu l'ANR, l'actif net réévalué aussi, mais valeur du patrimoine, ça augmente. Croissance soutenue, supérieure de 25% au niveau de 2019, témoignant d'une résilience exceptionnelle. Il ne faut pas oublier également que cette foncière a fortement corrigé lorsque l'ensemble, des centres commerciaux étaient fermés. Donc les loyers, on a vu, c'était bon, on a qu'il une variation qui est assez importante, mais due à l'acquisition, encore une fois. Pareil, les l'EBITDA, voilà, tout est en croissance grâce, encore une fois, à l'acquisition de, Galimmo. Mais cette, acquisition s'est faite, correctement, hein, et c'était une réussite. On verra ça au cours du temps. Concernant la croissance des, revenus locatifs, donc on va décomposer, donc on a évidemment une croissance organique, qui était de 3,6 et évidemment que le reste, plus 12 qui est lié à l'acquisition de, Galimmo, et derrière les assets, vont vraiment gérer, optimiser au maximum, cette nouvelle acquisition afin de récupérer donc le plus de croissance. Donc là, on a, je vais vous dire, un peu au début, même s'il y a un très gros travail avec quasiment 400 baux signés, c'est quand même considérable. Donc la croissance organique, on l'a vu, acquisition Galimmo, on l'a vu également. Une croissance donc de 27,1 millions, mais évidemment on prend l'acquisition. Si la croissance globale est impressionnante, on a vu plus 15,4%, elle est principalement portée par Galimmo avec 1%, et la croissance organique demeure modérée, mais c'est quand même 3,6%. Encore une fois, ça se voit à peu près comme du rating com, mais on est quand même sur une structure qui est beaucoup plus petite, hein. Mais on n'est pas sur les triple nets comme on est aux États-Unis, hein, faut pas l'oublier. C'est pourquoi j'investis pas forcément, en France. C'est parce qu'on a des baux, alors je vais pas dire pro locataires, non, mais pas en faveur comme on est aux États-Unis, vraiment pro bailleur avec du triple net. Je vous renvoie à mes différentes vidéos, je les mettrai en haut à droite sur qu'est-ce que c'est que les foncières, donc net lease. Performance de revenus complémentaires, 9 millions. Bon, ça augmente, c'est très bien, hein, rien à redire sur ce point-là. Des levées de création de valeur, ça c'est important, hein. Je rappelle les centres commerciaux, c'est comme une chaîne YouTube, hein. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir le plus de flux
possible. Et comment on gère ce flux? Beh, c'est avec, des leviers de création de valeur, soit, comme on fait sur des vidéos un peu de niche, on sort un peu du lot, mais voilà, il faut énormément de données pour créer du volume et évidemment, plus on a de volume dans les centres commerciaux, plus, les «boutiques» entre guillemets, les preneurs font du chiffre et donc par la suite, la foncière peut augmenter, les loyers. Donc boutique temporaire, ça c'est pas mal. C'est assez intéressant, tout ce qui est à la mode, voilà, ça va attirer c'est un effet temporaire, hein, donc ça va attirer les jeunes, par exemple. On a tout ce qui est animation commerciale, donc ça va augmenter l'attractivité, c'est extrêmement important. Affiches publicitaires, donc on va venir monétiser, hein, les parties communes, c'est-à-dire, le hall d'entrée, ainsi de suite et la partie événements, saisonniers avec des, exploitations et des pics de fréquentation. Avantage stratégique, donc le specialty, donc leasing, offre une rentabilité supérieure au loyer traditionnel avec une marge quasiment estimée de plus de 30 tout en améliorant, l'expérience client dans les centres commerciaux. On a vu concernant les indicateurs, on a eu quand même énormément de beaux signés, parce que, il y a eu l'acquisition de Galimmo, on l'a vu. Réversion, bon, c'est pas mal, c'est stable, mais c'est pas non plus exceptionnel, 3 taux d'occupation très bien, 96, taux de recouvrement 96,5, c'est très bien. Hem Et donc la partie revenus specialty leasing, on l'a vu, forte croissance et encore une fois, ce sont, des, revenus qui sont bien, additionnels. Concernant l'évolution du chiffre d'affaires par commerçant, on a principalement donc on va voir par la suite, on a l'Espagne. Espagne, il y a une très grosse croissance, ils sont quand même bien développés. Ils ont quand même 78 centres, hein, mais ce sont plutôt des centres, de qualité quoi. On n'a pas des centres, moyennas. Hem, N'oublie pas également sur les centres commerciaux, la taille est relativement importante parce qu'on va pouvoir faire des économies d'échelle et plutôt qu'amener plutôt sur des petits centres commerciaux. Encore une fois, c'est relatif quand je dis petit, mais on n'est pas sur des grosses structures comme du Unibail ou comme sur du Klépierre. Mais très grosse croissance donc en Espagne avec quasiment plus 4,4 donc c'est quand même super. Bon évidemment, ils sont implantés principalement en France avec plus 0,6. Comme vous savez, l'Espagne aujourd'hui, se développe énormément en termes de croissance. Ils arrivent à limiter aujourd'hui leur déficit, voilà, enfin c'est un pays qui se soulève, hein, qui gentiment reprend confiance, donc ça, c'est un bon point d'avoir une foncière qui est développée et qui est surtout dans plusieurs segments de marché. La partie Italie, c'est plutôt flat et la partie Roumanie, bon, ça fait pas grand-chose. Donc l'Espagne surperforme avec 4,4 de croissance sur le chiffre d'affaires au S1 2025. Concernant le bilan, ça c'est partie importante, donc on a vu aujourd'hui, la valeur du patrimoine ne cesse d'augmenter. Bon, c'est pas forcément ce que je regarde parce que qui aujourd'hui fait les expertises, pour déterminer la valorisation, du patrimoine évidemment, ce sont des brokers assez connus, hein, c'est du CBRE, c'est du Cushman, Colliers, bref. Il y en a énormément. Et évidemment que la foncière ou comme la SCPI va demander un chiffre en question, enfin pas demander, mais voilà, je trouve ça pas extrêmement fiable comme, par exemple le résultat, récurrent par action. Mais dans l'ensemble, voilà, on a quand même une croissance, c'est plutôt bon signe, contrairement à d'autres comme sur, Icad. Je vous mettrai donc la vidéo en droite. Icad, on est quand même, c'est un petit peu moins sympa, hein. De toute manière, ça se justifie sur le cours de bourse, hein. Le ratio LTV, donc c'est loan to value, très bien, on est bien inférieur à 40, enfin moi c'est ma limite. Leur seuil en interne, c'est 50. On est sur du triple B+, donc ça pareil, c'est un très bon point. Taux de recouvrement, on l'a vu, c'est super. Programme de rachat d'actions, encore une fois, c'est bien, avec quasiment 10 millions d'euros. Structure financière solide. Maturité, encore une fois, de la dette, on est à 4,3 ans. Dette nette sur EBITDA, on est à 7,6, hein, ça reste quand même élevé, je trouve. On est en dessous des 8, mais ça reste quand même important. Meilleur accès au marché financier. Heu, on va bien évoquer l'intégration, hein, réussie de Galileo, ce qui est un point important. Donc c'est une stratégie de synergie immédiat en termes de revenus, hein, en termes de coûts et de financement. Taux de recouvrement en interne plus 40, donc c'est top 10, hein, des SIC, donc des sociétés d'investissement immobilier cotées, hein, performance supérieure à la moyenne, des SIC françaises. Plus 8,2 hein, du résultat net récurrent, impact positif sur le résultat donc par action, ça c'est un très bon point. Donc un TRI exceptionnel. TRI c'est quoi? C'est le taux de rendement interne. Je mettrai donc la définition du TRI. TRI extrêmement important, à ne pas confondre entre rendement, rentabilité et TRI. Bon, le processus d'acquisition, et d'intégration, voilà, il a été fait, hein, c'est validé à partir de juin 2025. Évidemment qu'il y a des cessions imposées, ça a été marqué, c'est-à-dire qu'ils pouvaient faire, la partie donc M&A avec Galimeo. Par contre, ils devaient en échange donc, faire une cession sur, un actif. Voilà, conformément aux exigences de l'autorité de la concurrence pour l'approbation, hein, de l'acquisition de Galimeo,
Carmila s'est engagé à céder la galerie commerciale de Villiers-Semeuse au S2 2025. Donc c'est une surface intéressante, je pense que c'était quand même un actif sympa, je ne connais pas du tout, donc à regarder sur Google, voir des avis et cetera. Bon, c'est 20 millions, mais il y a un impact sur les l'EBITDA, moins 1,2 million par an. Donc le avant et le après, on a un résultat qui est significatif, donc c'est un bon point. Donc c'est une foncière vraiment qui se développe, donc c'est plutôt bon signe. Synergie OS1 et Synergie, donc c'est encore une fois les prévisions pour 2025, avec un EBITDA aux alentours de 185 millions. Allez, excusez-moi, évidemment le montage, lorsque je réalisais la vidéo, ça a coupé, donc on recommence. Concernant les points surveillés sur cette foncière, on est toujours sur Carmila. On a quelques petites tensions, hein, sous la surface. Premier point, c'est de la croissance. On a quand même une croissance qui est modérée. Alors oui, on a une croissance globale avec des loyers nets suite au M&A sur Galimmo, ça nous fait du 15,4. Mais si on regarde sur la croissance à périmètre constant, on a 3,6. C'est pas mal, hein, Carmila, ça reste une petite structure. Je rappelle également qu'on est qu'en Europe, donc la croissance est moins importante qu'aux États-Unis. Ceci étant, ça reste encore une fois limité face à d'autres foncières dans lesquelles on peut investir. Concernant l'augmentation de l'effet levier, alors c'est bien d'avoir encore une fois un effet levier, mais attention, sur ce type de structure, 7,4, ça commence à être important. C'est limite, hein, je viens de vous dire. Généralement, on est sur les covenants autour de 8. C'est ce qui se fait en général. Je ne connais pas les covenants via Carmila. Mais voilà, 7,4, 7,6, on commence à arriver à la limite. C'est bien d'avoir de l'endettement pour se développer plus rapidement. Mais attention, une foncière qui est trop endettée, ça peut mal finir. Ce qui va avec l'alourdissement du coût de la dette, bon, normal. Et on a une partie érosion. Alors ça, j'aime pas trop, voire pas du tout même. C'est l'érosion de l'EPRA NTA par action. Bon, voilà, une petite baisse, c'est 1%, ça reste encore une fois négligeable, mais j'aime bien quand le parc, entre guillemets, rapporté au nombre d'actions, se développe. Quelques petites échéances. Au mois de mai, on a 247 millions et le reste, on est surtout en octobre 2028. Maturité de la dette, on a 4,3 ans, c'est pas si mal que ça. On va voir maintenant donc la partie SWOT, c'est la partie force, faiblesse, opportunité, menace. Je pense que vous connaissez. On va survoler rapidement. C'est juste pour vous faire une sorte de petit débrief, encore une fois, de cette foncière. On a quand même des performances qui sont plutôt robustes. On a de la croissance qui est un bon signe. Bon, c'est pas non plus exponentiel. On est sur l'immobilier, c'est normal, mais il y a quand même de la croissance. Il y a eu également une partie acquisition, très bon point. Dynamique opérationnelle, on a vu, il y a eu quand même un travail compte tenu de l'acquisition sur le renouvellement et sur la signature des baux. Une réversion 3,3. On a une notation qui est améliorée, donc triple B+, très bon point. Taux d'occupation qui est élevé, ça c'est super. Et taux de recouvrement, pareil, super à 95%. Donc ça, ce sont vraiment le pilier, je vais vous dire, la base d'une foncière. On va passer maintenant sur les faiblesses. Donc on a une croissance qui est limitée, hein. Là, encore une fois, 3,6, c'est bien la croissance, mais on n'est pas de chiffres comme on a sur certaines foncières américaines, car on est sur du triple net, sur du net lease, et donc on a une croissance qui est plus importante. Le ratio d'endettement qui commence à être limite, comme je mentionnais, dette nette au EBITDA, ma limite c'est 8. Au niveau des coûts financiers, bon, on est en hausse, c'est normal. Et les prêts NTA, on a vu, bon, ça corrige, mais bon, ça reste 1%, mais ça corrige, c'est pas forcément bon signe, mais ça reste qu'1%. Donc à suivre sur ce point-là. Les opportunités, on a bien une synergie additionnelle avec Galimmo. On développe, on a de nouveaux actifs. Ça, c'est un très bon point. Maintenant, il va falloir vraiment les travailler pour générer encore une fois de la valeur vis-à-vis des actionnaires. On a une partie potentielle specialty leasing, hein, comme je l'ai mentionné. C'est lorsqu'on est sur des centres commerciaux, très bien, hein, il y a la partie qu'on va louer avec les différents lots. Mais de l'autre côté, on a par exemple toutes les pubs qu'on peut diffuser sur les écrans. Et tout ça, c'est des revenus non négligeables et qu'il faut qu'on optimise, hein. Il y a également une e-bike qui optimise énormément ce point-là. Donc ça, c'est un très bon point. Plus 15%. Des perspectives, encore une fois, relevées. Le résultat net récurrent par action, c'est vraiment un point à surveiller. Tout ce qui est RSE, très bien. Encore une fois, moi, c'est pas vraiment ce que je regarde à tout prix. Concernant les menaces, évidemment, on a des échéances qui arrivent 2027, 2028 et la moyenne pondérée, on a 4 ans. Bon, Carmila de quoi payer, pas d'inquiétude. Environnement des taux d'intérêt volatiles, surtout la partie Euribor, mais la plupart des grosses entités se sont déjà couverts. Mais la plupart des grosses foncières ont déjà traité ce point suite à l'envolée des taux, notamment Euribor. La cession contrainte, ça c'est quand même dommage. Je pense que c'est un joli actif, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. Il faut peser donc le pour, le contre. Et dépendance à la croissance externe, généralement les grosses structures, les foncières cotées,
Surtout sur les centres commerciaux, on ne peut plus construire de centres commerciaux. C'est ce que je vous ai annoncé pour des raisons de PLU, d'environnement, etc., etc. Donc maintenant, la croissance se fait quasiment par acquisition, par la croissance externe, ou éventuellement si on va augmenter le loyer. Mais d'un côté, entre la menace chinoise, l'e-commerce qui arrive, même si on a toujours des entités en place sur les centres commerciaux, ils ne peuvent pas non plus augmenter le loyer drastiquement, car après on va avoir des taux d'effort qui vont être trop importants. Encore une fois, ça dépend du secteur d'activité. Tout ce qui est tendance macro, on l'a vu, on a quand même des performances qui sont contrastées, donc c'est bien d'investir dans plusieurs pays, même sur d'autres véhicules d'investissement comme les CPI, hein, c'est regardez bien dans quoi vous investissez, à quel prix, quels sont les pays, c'est hyper important. Transformation des centres commerciaux, ça pareil, c'est en cours. La plupart des actifs doivent évoluer, encore une fois, en fonction des demandes, et notamment en fonction des ménages. Et les actifs changent au cours du temps, hein. C'est vrai qu'en France, si on regarde 100 ans en arrière, les bureaux haussmanniens n'ont pas bougé. Il faut qu'on innove, il faut qu'on pense à d'autres choses, d'autres produits. C'est toute une optimisation et c'est au rôle, encore une fois, de l'asset manager de gérer ce point-là. Transformation des centres commerciaux, on l'a dit, RSE, OK, et consolidation du marché avec différentes opportunités. Il y en aura d'autres, hein, je pense, à suivre. L'évolution du marché de l'immobilier commercial, c'est croissant, ça reprend, ça a surtout bien corrigé en 2020. La plupart des foncières en retail, notamment en France, donc nos SIC, sont bien développés, on a quand même de bons résultats. Donc c'est bien, ça se développe gentiment. Conclusion et recommandations. Encore une fois, mes propos sont en aucun cas un des conseils en investissement. Libre à vous de analyser en profondeur cette société. On a déjà mentionné à chaque fois, on a des performances qui sont intéressantes, il y a quand même une dynamique opérationnelle qui est solide. Vigilance sur la partie dette, taux EBITDA. Intégration de Galimo, c'est réussi. Les perspectives sont très bonnes. On a également une maîtrise de l'endettement. Nous avons également un renforcement, une croissance organique, notamment avec la partie specialty leasing, ça se développe fortement. On a une partie anticipée, notamment liée au refinancement, donc rien à redire sur ce point-là. Donc très très belle société sur le papier. Maintenant, on va passer à la partie analyse graphique. Alors juste avant, on fait un petit récap. Donc là, on est bien sur AllRate, encore une fois, très bon logiciel. Pour ceux qui souhaitent, encore une fois, avoir la version premium, je crois que c'est à 5 € avec mon code, n'hésitez pas, c'est dans la description, hein. Je fais très peu de recommandations, mais celui-ci, je suis très content. Donc on paye ça à peu près 10 fois, hein, le price, l'EPRA, donc c'est peu cher. En général, les retail, la partie retail, sauf que les pierres, je trouve qu'elle est quand même assez cher. En Europe, voilà, on va dire, c'est plutôt sous-valorisé. On a un rendement qui est pas si mal que ça, on est quand même à 7,24, donc on a un rendement qui est assez important, comme chez les SIC en retail en France, on est aux alentours de 6, 7, voire 9 pour certaines. Donc comme mentionné, alors dette EBITDA, on a vu c'était inférieur à 8, je pense qu'ils n'ont pas mis à jour, c'était le dernier, voilà. Ça est à 2024. Donc évidemment, il y a très peu d'utilisateurs qui suivent Carmila, mais je leur enverrai un petit mail pour mettre ça à jour, mais gentiment, voilà, il y a une croissance. Bien sûr, ils sont qu'à partir de 2023-2024. Si on regarde un petit peu dans le passé, c'est un peu plus, voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Encore une fois, mon largest tenant dépend de très peu de locataires et la partie occupancy, on a vu que c'était très, très bon et voilà, on a une partie France, une partie Espagne, une partie Italie, mais on est majoritairement en France. Alors sur la Carmila, je suis très long terme. Bon, on a explosé, c'était en 2000, suite à l'introduction en bourse. Bon, c'est pas exceptionnel. On va regarder, on va dire à peu près 10 ans en arrière, 2016, ça valait quand même 30. On a une grosse correction à partir de 2020. On payait ça à peu près 5 à 6 €. C'était vraiment pas grand-chose. Et puis depuis, à partir de 2020, très forte appréciation. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 17 €. Avec un rendement non négligeable, hein. Comme on a vu, on est entre, ça dépend, hein, quand c'est pour des vidéos, mais on va dire une grande fourchette entre 5 et 7. Voilà, donc ça reste quand même assez important. Si on zoome, c'est bien, on est vraiment sur une tendance haussière. Donc on est vraiment sur une tendance haussière, peut tracer la droite en question. Pour ceux qui souhaitent éventuellement rentrer sur le dossier, faudra tout simplement attendre que le titre corrige. On va voir de combien de pourcents à peu près. Voilà, on va dire entre 5 et 6. Et c'est-à-dire une zone comprise à peu près vers les 16, 16,30, 16,3. On a quelques petites résistances, je vais vous tracer ça au propre. Voilà, cette zone-là est pas mal. Cette zone ici est vraiment pas mal du tout, donc ça sera aux alentours des 16,80, entre 16,20 et 17. Voilà, donc c'est la zone qui est assez intéressante, toujours sur une tendance haussière. Le RSI qui est plutôt bon, pareil, c'est assez stable dans l'absolu. Donc très 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 belle foncière qui construit progressivement. Ça j'aime bien en tout cas. Voilà. Aujourd'hui, je pense que moi je considère qu'elle est quand même un petit peu chère. Je considère qu'il y a d'autres actions, d'autres
foncières cotées qui m'intéressent un petit peu plus. Et comme je l'ai mentionné, comme je travaille en finance immobilière en France, j'ai pas envie d'être biaisé sur certaines foncières. Donc, je n'investirai sur aucune foncière française pour ma part. C'est pour cette raison. En tout cas, belle foncière. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner, de liker et on se dit à une prochaine. Allez, bye bye.